Cité, une nouvelle émission politique sur FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les samedis, une nouvelle génération d'invités pour parler politique autrement. Cité, c'est tous les mardis et tous les samedis à 11h15 sur FM avec Jean-Pascal Jean. Le rendez-vous est pris. Jean-Pascal est là avec son invité. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Donc Cité jusqu'à midi sur Plus FM et je vous rappelle en partenariat avec la web radio Run City 97.4. Invite ce matin, c'est Gilles Leperlier. Bonjour Gilles Leperlier. Bonjour Jean-Pascal, bonjour à tous. Alors vous êtes président de l'Alliance des jeunes pour l'information et l'emploi à la Réunion, l'ANSFER. Vous avez un mot d'ordre, nous les capables de quoi, Gilles? Disons qu'on est parti d'un constat très simple, c'est que nous avons aujourd'hui à la Réunion des personnes qui sont compétentes et qui sont capables de prendre l'avenir de la Réunion en main, de s'investir pour l'avenir de la Réunion. Et donc un message fort en disant qu'il fallait que les jeunes puissent s'exprimer, il fallait que les personnes qui ont des idées, qui ont envie de faire avancer la Réunion puissent le faire et qui puissent aussi occuper tous les espaces. Et nous sommes là pour les accompagner, mais aussi porter la voix de celles et ceux qui ont des idées et qui veulent faire avancer la Réunion. Alors, votre association est née au lendemain du COSPAR, ou pendant le COSPAR en 2009, c'est parti d'un besoin. Donc on avait remarqué, en 2009, ça a été la concrétisation avec l'organisation du COSPAR, mais on a remarqué plusieurs années auparavant que les jeunes étaient de plus en plus présents dans les manifestations, dans les mouvements qu'on peut connaître la Réunion, que ce soit les mouvements étudiants, les mouvements lycéens. On voyait de plus en plus de jeunes. On voyait aussi que lors du COSPAR notamment, les jeunes étaient en première ligne, les jeunes et les femmes étaient en première ligne de la mobilisation, et que de plus en plus de voix s'élevaient pour dénoncer la situation et pour porter un message et porter des propositions. Et on voyait aussi que, au final, après les mobilisations du COSPAR, il a été décidé de mettre en place les États généraux de l'Outre-mer. Et force est de constater que lors de ces États généraux de l'Outre-mer, on n'avait pas d'atelier spécifiquement dédié à la jeunesse, spécifiquement dédié à celles et ceux qui étaient à la pointe de la mobilisation. Et donc l'importance pour nous, ça a été d'aller à la rencontre de ces jeunes-là, d'aller dans plusieurs quartiers, plusieurs villes, d'aller les rencontrer, d'aller échanger, d'aller écouter leurs propositions, ce qu'ils avaient à dire, et ainsi réunir une plateforme de revendication pour porter ce projet, ces propositions aux différents ateliers des États généraux de l'Outre-mer. Donc c'est comme ça en fait qu'est née l'ANSFER. L'ANSFER est capable a été créé juste après le COSPAR, dans cette optique-là, de porter ce projet-là. Et on a vu que ces propositions ont eu un écho quand même aux États généraux de l'Outre-mer, parce que lors du Conseil interministériel de l'Outre-mer au mois de novembre, on a vu que des propositions, et notamment la priorité à l'embauche des Réunionnais, ça a commencé à apparaître, et qu'on avait des mesures, en tout cas des premières mesures, une volonté de faire avancer les choses, et c'est comme ça qu'est né l'ANSFER. Alors, vous avez plutôt une plateforme revendicative généraliste ou spécifique? Vous attaquez pas qu'à l'emploi, en tout cas vous ne vous intéressez pas qu'à l'emploi des jeunes, il y a aussi tout cet environnement, ce phénomène de société qui concerne les jeunes. Et donc la bataille elle est globale, et les propositions qu'on a pu récolter de différentes personnes qu'on a pu rencontrer touchent différents domaines, que ce soit l'emploi, le logement, les loisirs, etc. Mais on voit bien que l'emploi reste la première des préoccupations à La Réunion, et notamment avec le taux de chômage qu'on connaît, avec plus de 60% des jeunes qui sont au chômage. Il est clair qu'il n'y a pas d'autre priorité que l'emploi. Donc un projet global qui continue à être enrichi au fil des années, au fil des rencontres et au fil des manifestations qu'on peut organiser. Mais bien sûr, un fil conducteur qui est l'emploi. L'emploi aux Réunionnais, la priorité à l'embauche des Réunionnais, qui a, pour nous en tout cas, qui est l'une des revendications les plus reprises par les gens qu'on a pu rencontrer depuis maintenant plusieurs années. Alors, votre mot d'ordre, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, c'est nous les capables. Il y a 20 ans, vous vous rappelez, il y avait la CGTR qui avait un slogan « Bonne créole travail ». En 20 ans, 25 ans, entre les deux slogans, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez analysé ça? Disons que bien avant la CGTR, on avait aussi d'autres organisations, des partis politiques tels que le PCR ou même l'UFR à l'époque, qui aussi défendaient la question on parlait de préférence régionale. On voit bien que les termes évoluent, mais les combats restent les mêmes. La préférence régionale, repris après par les syndications Bonne créole travail, et aujourd'hui avec l'ANSFER sur plus la priorité à l'embauche des Réunionnais. Disons que on s'est rendu compte que les choses évoluent. Les choses évoluent, on a vu il y a quelques années, on entendait un peu les réticences des gens, c'était un mot d'ordre qui venait d'apparaître, les gens ne comprenaient pas forcément, on tombait plus facilement dans le côté raciste, le côté anti-oreille, le côté discriminatoire. Nous aussi, quand on a commencé il y a 4-5 ans,
on avait des messages constamment, on a traité de l'eupémisme, d'extrémisme, on a même eu des menaces, des lettres de menaces, etc. Et on voit que depuis quelques années maintenant, par le travail de sensibilisation, d'information, parce que c'est un travail qui est long, et ben on voit et on constate que les gens commencent de plus en plus à comprendre la situation, et c'est accentué par la situation elle-même. Je veux dire, quand le taux de chômage est ce qu'il est, quand le chômage ne cesse d'augmenter, quand la situation sociale est ce qu'elle est, et ben aujourd'hui, ce mot d'ordre-là, il a beaucoup plus d'écho, et les gens se rendent compte de plus en plus. Et parallèlement à ça, on a aussi des gens qui sont arrivés à La Réunion il y a 30-40 ans, parce qu'on n'avait pas de personnes formées, de personnes qualifiées en nombre suffisant à La Réunion pour pouvoir subvenir aux besoins de la population. Donc il fallait faire appel à ces personnes de l'extérieur, de la France hexagonale. Et on voit bien que depuis 30 ans, ces gens qui sont arrivés à La Réunion, ils ont des enfants aujourd'hui qui sont confrontés au même problème, des enfants qui sont nés à La Réunion, qui sont formés à La Réunion, et qui du fait est exclus du système et rejetés du système par le système lui-même, parce que on ne prend pas en compte les jeunes et les personnes qui sont formées à La Réunion et n'ont pas la priorité sur les emplois disponibles à La Réunion. Donc il y a cette évolution des mentalités, ce qui fait que les détracteurs d'hier sont les défenseurs d'aujourd'hui. Et je pense que c'est très bien, et c'est grâce au travail des différentes organisations, que ce soit les partis politiques, les syndicats, d'autres organisations, d'autres associations qui ont milité depuis plusieurs années avec ce mot d'ordre-là, qui permettent aujourd'hui de faire avancer les choses, à tel point que aujourd'hui, cette revendication a été reprise par la plupart des candidats à la présidentielle en 2012, et qui continue aujourd'hui à faire débat. Et on voit que plus le débat et plus ça avance, et mieux on arrivera à des solutions concrètes. Mais en tout cas, nous, au niveau de la Chambre des capables, on n'est pas resté à mot d'ordre. Aujourd'hui, la priorité à l'embauche des Réunionnais, ce n'est pas un mot d'ordre, c'est décliné sur des propositions concrètes, parce qu'une fois qu'on a dit ça, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les propositions concrètes pour justement arriver à ce qu'on arrive à faire en sorte que les postes disponibles à La Réunion puissent bénéficier aux personnes de La Réunion? Alors, on va y revenir dans quelques instants, justement, sur cette proposition que fait la chaire. Mais c'est vrai que si pendant des années, on a parlé de régionalisation des emplois, préférence régionale, priorité à l'embauche des Réunionnais, il y a peut-être une première question qu'il faut se poser, en tout cas, c'est finalement qui est réunionnais. Et cette question-là, elle tourne aussi autour d'un rapport qui est l'objet aujourd'hui de toutes les critiques en ce qui concerne l'emploi à La Réunion. J'ai tendance à répondre à cette question en disant que celui qui se pose la question, c'est qu'il n'est pas réunionnais. Au-delà de ça, je pense que... Et pourtant, c'est la question principale qui est pratiquement en tête, ou du cas qui focalise, on va pas le cacher plus longtemps, puisqu'on va en parler pour cette émission, c'est le fameux rapport Le Breton sur l'emploi des Réunionnais sur leur territoire. C'est aussi une question primordiale qui est construite par qui est réunionnais. Disons qu'aujourd'hui, quand on dit la priorité de l'embauche des Réunionnais, on a tendance à dire chacun a sa définition. Il y a qui disent que celui qui est réunionnais, alors il y a ceux qui disent que demain qu'on pose la valise à l'aéroport en Réunionnais. Il y a qui disent que celui qui est à La Réunion est réunionnais. Nous on considère que celui qui il y en a qui disent aussi, celui qui a des intérêts matériels et moraux à La Réunion est un réunionnais. Nous on considère que le réunionnais c'est celui qui s'investit pour son pays, qui s'implique pour son pays, qui défend l'intérêt de La Réunion. Et à partir de là, c'est un réunionnais, celui qui fait le choix de vivre à La Réunion, qui fait le choix de s'investir à La Réunion, qui fait le choix de s'intégrer avec nos spécificités à La Réunion, et c'est un réunionnais. Et à partir de là, lui aussi, il doit pouvoir bénéficier des postes disponibles à La Réunion, des familles qui... Parce qu'on a des cas de figure très différents. On a des familles qui sont arrivées à La Réunion il y a 30 ans et qui ne sont pas pour autant intégrées et qui continuent à avoir un discours qui dénigre un peu La Réunion et des Réunionnais. On a par contre des gens qui sont arrivés depuis moins longtemps et qui sont beaucoup plus intégrés et qui sentent bien l'intérêt de La Réunion et qui défendent l'intérêt de La Réunion. Donc il y a plusieurs versions, mais en tout cas, pour nous, celui qui défend les intérêts matériels et moraux de La Réunion, c'est un Réunionnais. C'est celui qui a fait ce choix de s'intégrer. Et un vrai choix, parce qu'on voit aujourd'hui, on le voit encore, des gens qui sont arrivés à La Réunion uniquement pour profiter de l'emploi, profiter de la surrémunération, et qui par contre continuent à garder leur compte bancaire dans des régions en France, qui continuent à garder leurs biens immobiliers, à y aller tous les 3 mois, ou voire tous les 6 mois, et à passer toutes leurs vacances là-bas, ou en tout cas y aller le plus souvent possible. Donc on voit bien qu'on a un état d'esprit où des gens sont là uniquement pour prendre l'emploi, pour prendre l'argent et ne pas contribuer au développement de La Réunion. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, sur ce problème-là, et sur cet esprit en particulier, qu'est-ce qu'il faudrait comme mesure? Disons qu'aujourd'hui, il faut arriver à ce qu'on arrête avec ceux qui viennent uniquement pour l'emploi. Quand on a un poste disponible à La Réunion,
Il faut que la personne qui est à la Réunion, qui s'est formée à la Réunion, qui vit à la Réunion, à compétence égale, il faut qu'il y ait la priorité sur le poste qui est à pourvoir. Donc ça, c'est une première mesure. Après, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on a des personnes, on a des jeunes qui se forment chaque année, qui sont de plus en plus diplômés. On l'a encore vu avec les résultats du bac dernièrement. On a un taux de réussite exceptionnel. On a une jeunesse qui est donc capable d'avoir des diplômes et qui se forment. Mais derrière ça, il y a aussi des familles qui se sacrifient pour que leurs enfants puissent aller à l'école, puissent avoir des diplômes. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui sont diplômés. On leur a dit, allez à l'école, faites des études, vous aurez un travail. Ils sont partis à l'école, ils ont eu des diplômes, et ils n'ont pas de travail. Souvent, on les incite même d'ailleurs à s'expatrier, sans garantie de retour. Disons qu'on arrive au problème de fond, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas l'état prévisionnel de l'emploi à la Réunion. On n'arrive pas à anticiper. On ne dresse pas les besoins sur plusieurs années afin de pouvoir adapter les formations, afin de pouvoir adapter le nombre de postes de concours. On n'arrive pas à dresser les perspectives dans les pays de la zone. On n'arrive pas à dresser les perspectives, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs. À savoir que celui qui étudie aujourd'hui ne sait pas vers quoi il étudie. On met chaque année 300, 400 personnes en droit, en éco ou dans d'autres filières, sans savoir vers quoi ils étudient, sans savoir c'est quoi les débouchés. Ce qui fait que le jeune aujourd'hui, il fait des études, il arrive à l'université, ça se fait dans une filière, et à la fin, il a son diplôme, il dit au fait, on peut pas prévenir, il n'y a pas de travail dans son diplôme, il n'y a pas de filière. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas été clair, on n'a pas été franc avec le jeune, on n'a pas été franc avec cette personne, ce qui fait qu'il apprend après coup, alors qu'on devrait dresser en amont et lui dire voilà, si tu fais un choix de faire telle filière, tu sais que voilà le débouché dans 3, 5, 10 ans, à toi maintenant de faire ton choix librement, comme on doit aussi être clair avec lui pour la zone océanienne, en disant voilà, si tu pars à côté, ben voilà les conditions, le taux de chômage c'est ça, les perspectives c'est ça, le climat c'est ça, voilà le prix pour rentrer, etc., la rémunération c'est ça. Si tu pars en France, voilà les conditions, si tu pars au Canada, voilà les conditions, mais au moins le jeune il fait son choix, il fait un choix librement, et non comme on a l'impression aujourd'hui, on est dans soit une formation forcée ou une formation par dépit, c'est-à-dire, et moi ça a été mon cas, quand je décide de faire administration économique et sociale au tampon, c'est parce que je ne savais pas quoi faire, et je ne savais pas quelle orientation, donc voilà, on est 400 personnes dans l'AES au tampon, et on fait des études, et après on voit. Alors c'est vrai, je connais qu'en métropole, on peut effectivement intégrer une filière, et puis trouver un débouché dans une région autre que celle dans laquelle on habite. Ici, c'est le problème, c'est que il n'y a pas de région limitrophe, hormis les pays de la zone, hormis ce que la mer, mais comme on l'a dit en métropole au Québec. C'est-à-dire qu'ici, il faudrait des spécificités particulières sur l'information. Vous l'avez dit tout à l'heure, on manque d'anticipation sur les besoins. Aujourd'hui, on le voit, que ce soit pour la formation ou la mobilité, le problème c'est que quand il n'y a pas de travail à La Réunion, le département voisin il est à 11 000 km, si on parle de la France hexagonale. Donc on voit bien qu'il ne suffit pas de prendre un billet de train à 10 € et de faire Paris-Bordeaux, Paris-Toulouse, Paris-Marseille pour tenter sa chance dans un autre département. Donc on voit bien que c'est une spécificité. Mais qui pourrait mettre ça en place? La volonté de qui? Disons que ça revient toujours à une volonté politique. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive, et d'ailleurs c'est peut-être ce qui manque en politique dans certains de nos dirigeants, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est le devoir même de la politique, c'est-à-dire anticiper ce qui va se passer, anticiper sur l'avenir, et construire et prévoir l'avenir, et ainsi garantir l'avenir de notre jeunesse et de la Réunion. Et ainsi, moi je pense qu'il faut d'une part savoir à la Réunion quelles sont les perspectives en termes de si on a tel ou tel grand projet demain, comment on anticipe la formation pour que ces jeunes puissent accéder. Si on a des personnes qui partent à la retraite, voilà les perspectives. Comme on a une forte croissance démographique, et ça aussi c'est sous-estimé par certains de nos dirigeants, on a une croissance démographique qui nous oblige à anticiper encore plus, à prévoir encore plus, parce qu'avec l'augmentation de la population, on aura des besoins qui vont augmenter, que ce soit des besoins dans la fonction publique ou ailleurs. Et là aussi, il faut qu'on anticipe pour qu'on puisse arriver à avoir des personnes formées à la Réunion pour occuper les besoins futurs de la population réunionnaise, mais aussi arriver au-delà de ça à inscrire la Réunion dans son territoire, dans la zone géographique et dans l'océan Indien, parce que là aussi on a un rôle à jouer, la Réunion a un rôle à jouer, un rôle majeur, un rôle pilote pour arriver à développer les pays de la zone océan Indien, mais dans un rapport gagnant-gagnant.
pour ça qu'on parle de co-développement et non de coopération, parce qu'il n'y a pas de dominant-dominé. Il y a bien un co-développement, un rapport gagnant-gagnant avec les pays de la zone. Et là, on peut le rapporter. On a des jeunes formés, diplômés, on a la matière grise, on a les compétences de certains domaines dans lesquels on est spécialisé. On parle de la santé notamment, où on a la chance d'avoir un dispositif du matériel à la Réunion, où on peut là aussi jouer un rôle majeur sanitaire et social dans l'océan Indien, où on peut développer les autres pays. Les pays à côté ont besoin aussi de développement, que ce soit en infrastructure et autres. Et là, on a des jeunes à la Réunion qui peuvent former, accompagner les personnes des pays de la zone. Et bien là, c'est énormément d'emplois. Et surtout, quand on regarde dans la zone océan Indien, c'est peut-être des perspectives plus intéressantes pour le jeune qui, du coup, peut revenir plus souvent à la Réunion, peut-être moins cher, plus proche de sa famille, et aussi des conditions climatiques sont peut-être identiques. Donc on a des atouts, mais on a comme ça un échange à construire et à valoriser. On vient dans un instant avec vous, Gilles Lepers, remarquez pour cette Info-Cité, une nouvelle émission politique sur PCFM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les samedis, une nouvelle génération d'invités pour parler politique autrement. Info-Cité, c'est tous les mardis et tous les samedis à 11h15 sur PCFM avec Jean-Pascal Jeu. Oui, une nouvelle génération d'invités avec Jean-Pascal. Voilà, et donc je vous rappelle l'invité ce matin, c'est Gilles Lepers, le président de l'Alliance des jeunes pour la formation et l'emploi à la Réunion. l'HFR, nous le comptable Gilles Lepers, on parlait de coopération régionale, développement régional. On se rend compte quand même, et on le voit bien au sein de la commission de l'océan Indien, on voit bien au sein même de certaines manifestations ou d'initiatives qui sont prises par les pays de la zone, nous ne sommes pas souvent à l'initiative de cette coopération ou de co-développement entre les pays. Disons que c'est du fait même de comment les Outre-mer et comment les DOM est perçu de la France hexagonale et de l'Europe. Il y a quelques années encore, on parlait l'Outre-mer. Au final, on a vu, on a pris conscience par les spécificités grâce aux mobilisations. C'est ça qui a permis justement de voir qu'il n'y a pas un Outre-mer mais des Outre-mer. Déjà, ça c'est une première avancée. C'est important parce qu'effectivement, chaque DOM a ses spécificités, chaque DOM a son histoire, chaque DOM a sa culture, et de ce fait, le développement ne peut pas être identique, et encore moins identique à celui de la France hexagonale, et on ne pourra pas, et on ne peut plus continuer à faire un système qui correspond à une situation française et d'appliquer tel quel dans les Outre-mer. Et on voit que ça ne fonctionne pas, et au contraire, ça génère des injustices, et ça génère des inégalités, et ça génère la situation qu'on connaît actuellement. Donc pour revenir sur la zone océan Indien, il faut aussi que la France accepte qu'on s'inscrive dans cette zone océan Indien et que la Réunion doit aussi être pilote dans cette zone océan Indien. Et là, ça suppose beaucoup, ça suppose que l'on revoie les questions des visas, parce que c'est un vrai problème pour le jeune ou la personne qui souhaite aller dans les pays de la zone. Et il faut aussi qu'elle restitue, et voir un peu plus loin, elle restitue la position de la Réunion dans une position géopolitique et géostratégique. Je veux dire, aujourd'hui, avec le basculement des puissances mondiales et avec le développement de certains pays dans la zone océan Indien, on voit que certains pays à côté de nous seront des puissances de demain et que nous avons une position stratégique et que nous devons préparer cette nouvelle donne et que nous devons aussi, avec nos spécificités, garantir notre développement dans la zone océan Indien. Et là, on peut être un atout considérable pour la France et l'Europe. Est-ce que là aussi, Gilles Lepers, un problème de représentation, de représentativité en clair? Quand on parle de coopération ou de co-développement régional dans la zone, c'est Paris qui représente la région. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas faire une forme de délégation, de représentation qui fasse que finalement les gens qui soient les premiers concernés soient aussi les premiers à négocier avec les acteurs de la zone? Mais c'est indispensable. Et pour ça, il faut que l'intérêt de la France change. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est pourquoi la France continuerait, quand je dis la France hexagonale, comment la France continuerait à être l'interlocuteur et pourquoi elle continue à être l'interlocuteur pour les relations avec les pays de la zone. Dans quel intérêt, dans quel but? Est-ce que là on défend l'intérêt de la Réunion ou est-ce qu'on défend l'intérêt de la France hexagonale et des intérêts européens? Ça c'est la vraie question et on voit bien, et on peut le constater, que tout le temps qu'on ne reconnaîtra pas la position de la Réunion, la place de la Réunion dans sa zone géographique et l'intérêt
que doivent avoir la Réunion, mais aussi plus globalement, à terme la France et l'Europe, que la Réunion puisse s'inscrire dans son territoire, s'inscrire dans sa zone géographique et garantir ainsi son développement. Et le développement de la zone indienne, c'est indispensable pour les années à venir. Ainsi le parler, justement, parler de l'Europe, finalement, la raison subit à double peine, parce que quand il faut faire connaître les problèmes locaux à Bruxelles, la Commission européenne, dont fait partie la France, là, c'est encore un autre combat. Vous avez mené récemment, vous êtes déplacé à Bruxelles, il y a des mesures européennes qui concernent les jeunes. Il y a pareil, même constat, ok, il y a des mesures, mais sont-elles adaptées? Disons que des fois, le choix des termes veut dire beaucoup de choses. Et quand on voit que l'Europe considère la Réunion comme une région ultra-périphérique. Alors, avec le terme... Ça veut dire très loin. Rien que le terme nous donne la donne. En clair, ça veut dire très loin de son centre d'intérêt. Très loin de son intérêt, mais au-delà de ça, je veux dire qu'aujourd'hui, ce qui fait peut-être la force des régions ultra-périphériques, c'est la solidarité. C'est-à-dire aujourd'hui, la Réunion n'est pas la seule région ultra-périphérique, et la force des régions ultra-périphériques ensemble fait qu'on arrive à faire avancer des choses, on arrive à faire en sorte que la voix des RUP soit entendue. Et d'ailleurs, on a le député Younous Omarjee qui se bat régulièrement pour que, justement, les RUP ne soient pas oubliés et que nous puissions aussi défendre nos intérêts et arriver à, je n'aime pas ce terme-là, mais c'est l'idée de l'Europe, c'est-à-dire rattraper le retard d'infrastructures et de développement que connaissent ces régions ultra-périphériques, mais aussi arriver peut-être à voir les choses différemment. C'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut pas voir les RUP comme des régions en retard et qui demandent des moyens supplémentaires, mais de voir les RUP comme un atout pour demain. Comme un atout pour demain et une nécessité d'investir pour l'avenir, et des RUP qui ont des spécificités qui serviront l'intérêt de l'Europe demain et qui serviront l'intérêt du développement global. Et c'est dans ce sens-là où je pense qu'il est important qu'on arrive à faire changer la vision que peut avoir l'Europe des régions ultra-périphériques. Nous avons des atouts, et encore une fois, ces atouts, il faut les valoriser. Et on voit bien que quand l'Europe met en place des mesures pour les jeunes, c'était le cas dernièrement avec des millions qui ont été débloqués pour justement lutter contre le chômage des jeunes, on ne prend pas forcément en compte le taux de chômage des régions ultra-périphériques. On va rester sur le taux de chômage des pays, le taux de chômage de la France, globalement, le taux de chômage des jeunes en France, et à partir de là, on ne mettra pas de mesures spécifiques pour les régions ultra-périphériques. Donc c'est, encore une fois, l'État français qui va, ou pas d'ailleurs, mettre en place ou décliner les mesures européennes au niveau des régions ultra-périphériques, en tout cas pour la France des données. C'est notamment la fameuse garantie jeune qui était décidée à Bruxelles, qui va être expérimentée dans 14 régions françaises, dans la Réunion. En fait, si on reprend la garantie jeune, c'est un dispositif qui permettrait de remettre les jeunes qui sont ni dans le système, ni en formation, ni à l'école, ni à la recherche d'emploi, dans le système, et faire en sorte de les accompagner et de les remettre soit dans les circuits d'insertion, soit dans les circuits de formation, soit dans les circuits d'emploi. Ce que je peux regretter aujourd'hui, c'est que quand on regarde les critères de l'Union européenne pour la mise en place de cette garantie jeune, il n'y a que 12 régions en France qui sont éligibles, dont les départements d'outre-mer. On voit que l'État français a décidé aujourd'hui d'expérimenter cette garantie jeune dans 10 départements seulement, dont la Réunion. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi un dispositif qui est éligible dans 12 régions seulement ne serait pas expérimenté dans les 12 régions dès maintenant. Pourquoi avons-nous une garantie jeune au rabais? C'est-à-dire aujourd'hui, la France se limite à donner 483 € aux jeunes qui sont, on appelle ça les NEET, c'est-à-dire ni en école ni en formation, ni au travail, avec un contrat moral de suivi en disant, voilà, vous allez faire des recherches d'emploi ou pas, etc. Alors que cette garantie jeune a d'autres aspects, et notamment faciliter l'entrepreneuriat, faciliter la création d'entreprises, accompagner les jeunes, avoir des dispositifs d'échange avec notamment, et c'était une préconisation de l'Europe, c'est favoriser tout ce qui est contrat d'alternance, contrat d'apprentissage, parce qu'on voit que dans certains pays, l'alternance a fonctionné. Quand on voit un pays comme l'Allemagne, on a plus de 65% des actifs
qui sont passés par l'alternance, qui ont une alternance dès 16 ans, avec une orientation dès la fin du collège. Donc là aussi, c'était les préconisations de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la garantie jeune, dans l'état actuel, en tout cas dans le format que souhaite la France, n'aboutira à rien. Et ce ne sera pas une solution si on ne voit pas les choses globalement, parce que rien que le fait, on dit qu'il y aura une application en septembre. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait au préalable? Et là, on revient à l'anticipation. Qu'est-ce qu'on a fait au préalable pour identifier ces jeunes qui sont ni en formation, ni à l'école, ni au travail, ni au Pôle emploi, et ni ailleurs? Qu'est-ce qu'on a fait pour les identifier? Est-ce qu'on sait où est-ce que ces jeunes sont? Moi, je sais où ils sont. Ils sont dans leur famille, ils sont sous paiement, ils sont dans le chemin. Et ces jeunes-là, ils n'y croient plus au système. Ils ne croient plus au Pôle emploi, ils ne croient plus à la mission locale, ils ne croient encore moins aux élus, aux politiques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour capter ces jeunes-là? Est-ce qu'on les identifie? Non, on ne les a pas identifiés. Donc comment on veut qu'une mesure qui soit à destination de ces personnes-là puisse être efficace si on ne les a pas identifiés? Et surtout, pourquoi aujourd'hui on ne développe pas ces contrats par alternance, l'apprentissage, l'orientation dès le collège, et pourquoi on n'arrive pas à accompagner les jeunes dans la création d'entreprises? Parce que là aussi, l'Europe a débloqué des fonds supplémentaires et ça fait partie intégrante de la garantie jeune. Il y a 3 piliers de la garantie jeune et aujourd'hui, malheureusement, le choix qu'a fait la France, c'est de rester sur un seul pilier, de rester sur cette allocation qui ne sera pas efficace si ce n'est pas suivi des faits et qu'il n'y a pas un accompagnement poussé et surtout des perspectives. Et je pense qu'on doit, là aussi, se servir de cette allocation pour peut-être mettre des jeunes dans un circuit d'alternance. Et je pense que la place du jeune à 16 ans, ce n'est pas un emploi, c'est une formation. Et si on arrive à créer des passerelles entre le monde professionnel et le monde de la formation, on y gagnera. Et le jeune, il aura fait un choix, il aura mis un pied dedans, et il saura ce qu'il veut faire. Il ne fera pas du choix par dépit, encore une fois, ou un travail foncé. Combien de personnes aujourd'hui, et des jeunes, font un travail par dépit? Moi, je rencontre des jeunes qui sont diplômés et qui font ils appellent ça eux-mêmes un travail alimentaire, c'est-à-dire c'est pour survivre. C'est pour survivre, ils se contentent de boulot qui n'ont rien à voir avec leur formation, en deçà de leur formation, pour survivre. Et c'est bien là le problème. Et malheureusement, la France a fait le choix d'axer sur les emplois d'avenir, d'axer sur les contrats de génération qui, malheureusement, ont du mal d'une part à trouver prenant, parce qu'on est qu'à 800 emplois au mois de septembre, alors qu'on doit être à 5 000 à la fin de l'année. Ouais. Donc on en est loin. Et deuxièmement, quelle est la place de la formation dans ces emplois d'avenir et quelle est la perspective de pérennisation derrière? Aucune parce qu'on n'a pas anticipé les besoins, aucune parce qu'on n'a pas anticipé l'orientation, et aucune parce qu'on n'a pas anticipé la mise en place de la garantie jeune. C'est terrible ce que vous dites, parce que quand vous faites le constat qu'on ne sait pas où sont les jeunes, on ne sait pas ce dont ils ont besoin. Enfin, on imagine ce dont ils ont besoin. Mais finalement, il n'y a que des structures comme la vôtre, ou d'autres, qui finalement sont, motivées par le militantisme, par l'envie. Disons que le problème, c'est que moi, je viens de l'Étang-Salé. J'ai grandi dans un quartier dans le où l'Étang-Salé est à 5 km au-dessus de la ville, donc très éloigné de tout le centre-ville. On voit bien que les situations sont les jeunes. C'est-à-dire c'est des jeunes qui se retrouvent sur le bord du chemin, et des jeunes qui ont des idées, ont des propositions. Ce sont des jeunes qui refont le monde, constamment ils refont le monde, que ce soit les marmailles du Pays de Mangue ou les marmailles qui se retrouvent tous les jours. Et ces jeunes-là, ils refont le monde. Ils ont des propositions, et malheureusement, ils ne sont pas entendus parce que, encore une fois, on ne tient pas un discours de vérité à ces jeunes-là. On va rentrer dans une période électorale où on va promettre moins merveilles et où le problème du chômage, du logement et de la précarité aura trouvé une solution dans un programme électoral. Et on voit bien qu'à la fin de la période de la saison électorale, parce que finalement, c'est une saison dans le sens où on ne manque pas de candidats, mais on manque peut-être de projets, on manque peut-être d'ambition, d'idées et de propositions concrètes. Et on fait constater que dans le système actuel, on ne réglera pas le problème du chômage, on ne réglera pas le problème des 150 000 personnes qui sont demandeurs d'emploi, on ne réglera pas le problème des 20 à 30 000 personnes qui attendent un logement, on ne réglera pas le problème des 120 000 lettrés. Donc je pense qu'il faut avoir un discours de vérité et il faut aussi avoir peut-être plus de visibilité dans ce qui existe. Combien de jeunes, combien de personnes qui sont dans des situations de précarité ou de chômage ne savent pas vers qui s'orienter. Est-ce qu'on doit aller à Pôle emploi? Est-ce qu'on doit aller à la mission locale? Est-ce qu'on doit aller à l'ADI? Est-ce qu'on doit aller à la mairie? Est-ce qu'on doit aller à la collectivité? Bref, on n'en fait rien. Est-ce qu'il n'y a pas trop de dispositifs également? Donc, il y a beaucoup trop de dispositifs et nous, on est de ceux qui disent qu'il faut un interlocuteur unique. Moi, je pense qu'il faut un service unique de l'emploi, de l'insertion, de l'orientation professionnelle pour qu'on puisse, d'une part, avoir
une meilleure visibilité pour tout le monde, meilleure lisibilité et visibilité pour les demandeurs, mais aussi qu'on arrive à avoir un acteur unique. Aujourd'hui, on oblige les demandeurs d'emploi à s'inscrire en Pôle emploi, mais on n'oblige pas les employeurs à déposer leur offre au Pôle emploi. On ne les oblige plus, hein, c'est terminé. C'était le cas jusqu'en 2006, mais aujourd'hui, rien n'oblige les employeurs à déposer leur offre au Pôle emploi. Donc, ce qui fait qu'ils déposent ailleurs, c'est soit l'intérim, soit le bouche à oreille, soit le pistonnage. Ça marche comme ça, soit le pistonnage. Et nous, on demande à ce que justement, tous les offres d'emploi passent entre autres par le Pôle emploi. Gilles Leperlier, on revient avec vous dans quelques instants. Marquez une pause. Info-Cité, une nouvelle émission politique sur QCFM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les samedis, une nouvelle génération d'invités pour parler politique. Info-Cité, c'est tous les mardis et tous les samedis à 11h15 sur QCFM avec Jean-Pascal Jean. Jean-Pascal est son invité. Mon invité ce matin, Bernard, c'est Gilles Leperlier, le président de l'Alliance des jeunes pour l'information et l'emploi à la Réunion. On le disait, Gilles Leperlier, le problème finalement, c'est de se faire entendre, se faire reconnaître, faire entendre ses propositions. Là, on est en tout cas en plein dans le cœur du sujet, puisque vous avez cherché à vous faire entendre, comme d'autres, c'est ce fameux rapport Le Breton que nous évoquions au début de l'émission, puisqu'aujourd'hui, la principale critique qui est faite aux députés, c'est de finalement remettre un rapport sur l'emploi pour les personnes originaires des Outre-mer, en l'occurrence les Réunionnais, sans avoir consulté qui que ce soit. Est-ce que c'est probable? Est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est normal? Disons que déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une volonté, en tout cas affichée de la part du gouvernement et du chef de l'État, c'est d'aller au bout de cette proposition de campagne, à savoir faciliter l'emploi des ultramarins dans leur territoire. Donc on voit, et c'est dans ce sens. C'est une bonne idée, une bonne mesure. C'est une bonne idée, une bonne mesure, mais c'est pas venu comme ça. C'est parce qu'il y avait une mobilisation depuis des années, qu'il y avait des campagnes de sensibilisation, qui a fait que pendant la campagne de la présidentielle, les candidats n'avaient pas d'autre solution que de porter cette revendication-là, qui répond en partie à un problème crucial à la Réunion, qui est le problème du chômage. Et en ce sens, M. Le Breton, député maire de Saint-Joseph, a été missionné en mars dernier pour rendre un rapport sur l'emploi des ultramarins dans leur territoire. Le chef de l'État l'avait annoncé en janvier dernier, donc nous, dès l'annonce du chef de l'État, on avait écrit à M. Le Breton en lui demandant une rencontre, afin qu'on puisse lui exposer nos propositions. Lorsqu'il a été nommé en mars, on a envoyé à nouveau un courrier pour lui demander une rencontre, et on a fini par même faire une lettre ouverte après les deux courriers dans la presse, afin de l'interpeller et d'avoir au moins un échange avec lui sur sa mission et sur nos propositions. Et alors, aucune réponse, si ce n'est un mépris des insultes qu'on a pu entendre de la part du député maire sur une télévision publique un samedi soir il y a quelques mois, et d'autres insultes dans la presse écrite il y a quelques semaines. Mais au-delà de ça, on voit que M. Le Breton, qui devait rendre son rapport le 2 septembre, le 2 août n'avait reçu aucune organisation, que ce soit les organisations syndicales, politiques, mais aussi les organisations qui militent sur ce sujet-là, notamment le collectif GPI Conseil 4, ce sont les policiers ultramarins qui sont à Paris et qui demandent de rentrer depuis maintenant plusieurs années, avec qui, à l'HFR, on a mené des mobilisations, que ce soit à La Réunion ou à Paris. Et ces organisations n'ont pas été reçues, mais comme d'autres organisations, les associations qui militent aussi dans ce domaine n'ont pas été reçues par M. Le Breton, malgré plusieurs demandes de rencontres. Donc c'est ça qui nous a poussé le 2 août à lancer une campagne rapport Le Breton, ce sent déjà pas bon, parce qu'on est à un mois du rendu de ce rapport, et un rapport qui pour nous est important, parce que la situation est telle qu'il faut qu'on mette en place des mesures exceptionnelles face à une situation exceptionnelle. Donc nous l'avons interpellé, et on a 17 jours, je crois, pour être exact, après le lancement de la campagne de l'HFR, où nous avons distribué des tracts sur plusieurs communes, notamment la commune de Saint-Joseph. On a appris la semaine dernière que M. Le Breton repousserait son rapport à la mi-octobre, et que peut-être il recevrait les organisations. On a encore eu droit à des insultes cette semaine sur une radio locale, et il a dit qu'il recevrait éventuellement l'HFR et les organisations. Et bon, je sais de sources sûres qu'il a envoyé cette semaine un courrier aux syndicats
pour une demande de rencontre. Donc, ce qui fait que la mobilisation, ce qu'on a mené, ça commence à payer parce que M. Le Breton va peut-être recevoir les organisations. Maintenant, on espère qu'il va prendre le temps de recevoir l'HCR. On peut déjà être satisfait qu'il prenne le temps de recevoir les autres organisations qui ont aussi des propositions. Ce qui est réjouit de le panier, c'est qu'effectivement, vous avez annoncé la date du 2 septembre, qui devait être la date initiale de remise du rapport, et qu'au préalable, il n'y avait aucune rencontre. À partir de ce constat, quel type de proposition peut-on faire, peut-on intégrer dans un rapport? Alors, on voit bien que, et d'ailleurs l'attitude malheureusement de M. Le Breton nous le prouve, c'est qu'il n'était pas dans l'optique de faire avancer les choses, d'avoir des propositions concrètes. Et il n'a peut-être pas pris la mesure et la hauteur de la situation. Parce que derrière les chiffres, il y a des personnes qui souffrent. Et d'ailleurs, derrière le problème des mutations, il y a des drames qui se jouent. Attendez, Gilles Poirier, moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Si on se ramène quelques mois en arrière, si on revient au moment de la campagne présidentielle, il y a quand même des peines qui étaient fortes pour alimenter la campagne présidentielle, notamment chez les socialistes, pour faire comprendre la situation. Donc, ils sont au courant. En tout cas, le député Le Breton était en tout cas au courant. Il a utilisé certains arguments de campagne pour ça. Disons que la réalisation de candidat. On a eu le même problème, c'est-à-dire qu'on a les promesses de campagne, et il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais au-delà de ça, il y a le discours et la réalité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on nous avait promis, d'ailleurs, le changement maintenant, le changement, c'est loin d'être maintenant, et en plus, on nous demande d'attendre le changement. Donc, on voit bien la contradiction. Mais au-delà de ça, M. Le Breton, quand il a pris sa mission, il a bien dit qu'il allait rencontrer l'ensemble des acteurs, qu'il n'était pas question pour lui de mettre un parapheur en bas d'un rapport écrit par un fonctionnaire, et qu'à ce titre, il allait prôner la concertation, qu'il allait rencontrer tout le monde qui le demanderait, et qu'il allait fournir un rapport qui, non pas finirait dans les tiroirs, mais un rapport qui répondrait à la situation. C'est le terme de M. Le Breton. Donc c'est vraiment une attitude aujourd'hui qu'on dénonce et qu'on continuera à dénoncer. Et aujourd'hui, l'attente est encore plus grande sur le rapport Le Breton. Et il faut qu'il arrive à entendre les organisations et surtout à mettre en place des mesures concrètes qui ne demandent pas beaucoup d'argent, mais c'est juste une question de courage et de volonté politique pour modifier le système actuel. Alors, quelles propositions vous avez lui faire? Et intègre ça dans son rapport. Nos propositions sont très claires. Dans la fonction publique notamment, nous, ce qu'on demande, c'est une adaptation du nombre de postes au concours en fonction des besoins réels de l'île. Aujourd'hui, il faut anticiper les besoins pour pouvoir ouvrir le nombre de postes au concours en fonction des besoins réels de l'île. Nous, ce qu'on demande, c'est de modifier le système de mutation dans la fonction publique, afin que cela ne soit pas pénalisant pour les Réunionnaises et les Réunionnais. Dans la police notamment, c'est revenir à l'ancienneté de la demande qui prévalait il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on est à l'ancienneté administrative, qui fait que quand un jeune quitte l'école de police, il doit attendre 20 à 25 ans avant de revenir à La Réunion et reste dans les pires endroits en France pour justement garder le maximum de chances de revenir le plus tôt possible à La Réunion, alors qu'auparavant, c'était l'ancienneté de la demande. Et le jeune, quand il sort de l'école de police en France, réunionnais, il demande tout de suite la Réunion. Ce qui fait que la personne qui a fait toute sa carrière en France et qui a quelques années de la retraite, elle ne passait pas avant lui. Et alors que c'est le cas actuellement. Et on voit que malheureusement, des personnes profitent du système. Et on a aussi une harmonisation à faire dans la fonction publique. Pourquoi dans l'éducation, les Réunionnais, ils ont 1000 points de bonification pour rentrer plus facilement à La Réunion? Pourquoi ce n'est pas le cas dans les autres secteurs, que ce soit la police, dans le domaine hospitalier, dans le domaine juridique? Là aussi, je pense qu'il y a une harmonisation et des systèmes qui fonctionnent et qui permettraient justement de faciliter le retour des personnes de La Réunion. Et enfin, dans le privé, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment obliger les employeurs à déposer, entre autres, leur offre d'emploi au Pôle emploi, afin que Pôle emploi ne soit pas pour le chômeur, mais bien Pôle emploi, et qu'on ait véritablement toute l'offre d'emploi face aux demandeurs d'emploi. C'est total le rôle de Pôle emploi, et on pense que Pôle emploi là-dedans a un rôle central à jouer si on arrive à mettre les moyens humains et financiers, matériels suffisants pour que Pôle emploi joue pleinement son rôle, et aussi arriver à répertorier. Et là aussi, c'est un point important, c'est répertorier tous les Réunionnaises et Réunionnais qui sont partout dans le monde, et qui soit sont en formation, soit travaillent déjà, mais au moins leur proposer, quand il y a des postes disponibles à La Réunion, qui peuvent correspondre à leur profil, quitte à eux après d'accepter ou pas le poste, en tout cas de solliciter ou de candidater, ou en tout cas au moins qu'ils puissent avoir l'information, parce que malheureusement, on a des jeunes Réunionnaises et Réunionnais qui excellent dans leur domaine et qui contribuent au développement d'autres pays, et qui ne sont pas forcément informés quand il y a des postes disponibles à La Réunion, qui peuvent correspondre à leur profil. Et là aussi, il y a des relations à mettre en place, un vivier, un répertoire, afin de les solliciter.
Et enfin, nous on demande à ce que Pôle emploi délivre une attestation d'absence de compétences locales avant d'aller voir à l'extérieur. Pour les recruter. Pour les recruter à l'extérieur. Donc on voit bien que ces quelques mesures ne demandent pas des moyens financiers supplémentaires. C'est juste une question de volonté, c'est juste une question aussi de changer un système qui a montré ses faiblesses, qui a créé des inégalités, des injustices, et arriver à changer ce système-là. Et pour cela, il faut du courage, il faut de la volonté politique, et c'est des mesures qui peuvent être mises en place tout de suite, sans moyens financiers supplémentaires, en tout cas sans gros moyens financiers. Parce qu'aujourd'hui, la crainte effectivement des politiques, c'est dans une économie qui est plutôt bancale et en très mauvaise santé, c'est de dire mais on ne peut plus injecter, on est sur le principe des économies locales, on ne peut plus injecter dans les départements, c'est ça aussi. Donc là, ce sont des mesures qui finalement proposent que ça soit juste adapter le système déjà existant. Disons que c'est des mesures justes, c'est des mesures qui vont de bon sens finalement, et qui vont d'un constat, c'est-à-dire c'est un constat qu'un système qui ne fonctionne pas et qui pénalise les personnes de la Réunion, qui pénalise les Réunionnais, et qui est un système qu'il faut avoir le courage de changer, quels que soient les intérêts de certains ou certaines. Et là aussi, je pense que c'est mettre le doigt dans un système aussi qui est défaillant, mais bon, le système français n'est pas que glorieux, et comme l'histoire de la France n'a pas été que glorieuse non plus. Donc là aussi, il faut reconnaître qu'il faut arriver à changer les choses. Et je pense que on peut y arriver si on s'y met. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette question de l'argent, mais malheureusement, la France n'a jamais été aussi riche. Donc, et plus les années passent, et plus la France est riche, et plus les gens sont pauvres. Donc là aussi, où est l'argent, où va l'argent? La question de la répartition de la richesse, là aussi, est posée. Et surtout, si rien n'est fait, si on ne fait rien, les dirigeants politiques, économiques, sociaux, etc., qui ne prennent pas la mesure du problème et qui ne prennent pas les choses en main pour régler, entre autres, le problème de l'emploi à La Réunion, assumeront demain l'explosion sociale qui est de plus en plus inévitable parce qu'aucune société ne peut vivre et survivre avec autant de personnes au chômage. Imaginez-vous un taux de chômage identique en France hexagonale, à savoir 60% des jeunes Français au chômage, ce serait l'explosion, ce serait la révolution. Et avant que cela arrive, parce que je pense qu'on est quand même dans un système d'implosion sociale, parce que les gens ils souffrent de plus en plus, les gens sont de plus en plus découragés, les gens sont de plus en plus déçus des dirigeants, c'est à eux de prendre la hauteur du problème, auquel cas ils assumeront pleinement la responsabilité de leur inefficacité et leur manque de courage et d'anticipation par rapport à l'explosion de la situation réaliste. Alors je vais nous parler au-delà du constat, bien sûr, et des mesures que vous avez dressées, que vous avez proposées aux députés Le Breton. J'imagine que vous êtes aussi dans les projets, parce que la société rien ne s'arrête, rien n'est figé. Pour les 3 minutes qui nous restent, allez, on va parler des projets quand même de l'HFR. Disons que l'HFR est, depuis quelques années, au-delà de la question de l'emploi, a organisé plusieurs festivals, que ce soit le Festival international de la jeunesse à La Réunion, à Saint-Louis il y a quelques années, que ce soit le Festival mondial de la jeunesse en Afrique du Sud, on a participé. Et c'est des occasions à chaque fois de porter notre projet, d'avoir des échanges, de l'enrichir et de continuer à porter ce projet-là. On envisage, pareil, de continuer à créer des espaces pour que les jeunes puissent s'exprimer. Ce qui fait la force de l'organisation, c'est aussi l'organisation interne. C'est pour ça que là, on est en phase active de campagne d'adhésion. Donc, on continue la campagne d'adhésion. On espère arriver à une assemblée générale dans les prochains mois afin de poser aussi les bases et continuer à construire l'organisation. C'est des supports de communication parce que avoir des bonnes idées, c'est bien. Avoir un projet, c'est bien, mais aussi pouvoir les diffuser. Et merci d'ailleurs à tous Stéphane de nous donner cette occasion. Au-delà des distributions de tracts, au-delà de ce qu'on peut faire comme action, c'est le site internet de l'association, lelecapable.com, sur lequel on continue à alimenter et continuer à le développer pour que aussi puisse avoir ces échanges avec la population et les jeunes. Et c'est la page Facebook. On travaille aussi à avoir un support papier pour justement arriver à diffuser de plus en plus de nos projets, nos informations, mais aussi donner la parole. Donner la parole aux jeunes, donner la parole aux personnes qui le souhaitent, quelles que soient leurs idées. Je pense que ça fait avancer le débat, ça fait avancer les choses, et il faut que ces jeunes-là puissent échanger, parce qu'on s'est rendu compte dans nos réunions
que souvent c'est dans les échanges qu'on arrive à trouver des solutions. C'est-à-dire des jeunes qui sont au chômage et quelqu'un d'autre qui vient d'avoir un travail, qui n'a peut-être pas les moyens de faire garder leur enfant. Et du coup, si on forme cette personne, elle peut garder l'enfant de l'autre qui était assis à côté de lui. Donc on voit bien que comme ça, on arrive à trouver des solutions. Et c'est en échangeant qu'on arrivera à porter encore plus nos propositions et qu'on arrivera à se faire entendre. Mais en tout cas, l'HPR n'hésite pas à toutes les formes de mobilisation en fonction de l'écoute ou pas qu'on peut avoir. Si le Perrier en dit quelle est la qualité immédiate de l'HPR? La qualité immédiate, c'est le rapport de Breton sur lequel on va continuer à faire signer le manifeste qu'on a fait adopter le 20 mai dernier à la préfecture de 300 personnes. Donc on va essayer de le faire signer par beaucoup plus de personnes. Et c'est là l'objectif de l'organisation de la prochaine semaine. Merci Gilles Le Perrier. Merci à vous.